Dans l'actualité ce soir, Chantal Sébir, défigurée par une maladie incurable, saisit officiellement la justice pour être aidée à mourir. Le tribunal répondra lundi, le gouvernement exclut de modifier la loi. Le sprint final des municipales se concentre sur les points chauds à Périgueux. François Fillon et Alain Juppé d'un côté, François Hollande de l'autre en appellent aux abstentionnistes dans cette ville symbole pour le gouvernement. La croissance est molle, mais les profits s'envolent. 101 milliards d'euros l'an passé pour les 40 plus grands groupes français. À l'approche des Jeux Olympiques en Chine, les manifestations s'étendent contre la répression au Tibet. Les moines ont défié les autorités à Lhasa, la capitale, rassemblement aussi en Inde et au Népal. Enfin, un succès français, le Champagne élargit sa zone de production à 40 nouvelles communes pour répondre à la demande. On n'a jamais autant consommé de bulles dans le monde. Bonsoir et bienvenue. Un médecin peut-il aider l'une de ses patientes à mourir lorsqu'elle le demande? La loi française est formelle, c'est non. Chantal Sébir, défigurée par une maladie incurable et très douloureuse, a donc décidé de saisir la justice pour obtenir une dérogation en quelque sorte. Le tribunal répondra lundi. Le gouvernement en tout cas exclut de modifier la loi. Nathalie Sapena. Chancelante mais déterminée. Soutenue par sa fille, Chantal Sébir, très affaiblie par la tumeur incurable qui défigure son visage, est arrivée hier au palais de justice de Dijon pour une requête inédite. Elle demande au tribunal d'autoriser son médecin à lui prescrire une potion mortelle pour abréger ses souffrances. Il s'avère que c'est une demande qui n'a jamais été faite auparavant d'un point de vue judiciaire, en espérant que les choses évolueront du point de vue de la demande à mourir de certaines personnes en fin de vie. En France, la loi permet aux médecins de suspendre les traitements des malades en fin de vie, mais pas de les aider à mourir. J'attends la décision du juge, mais elle me surprendrait énormément si le juge accordait cette autorisation qui heurterait frontalement, encore une fois, toutes nos dispositions de notre droit et en particulier du droit pénal. Pourtant, Chantal Sébir veut mourir. Sa tumeur, anesthésioblastome, l'a rendue aveugle et lui provoque de terribles souffrances. Son état se dégrade de jour en jour. Son cas relance le débat sur l'euthanasie, mais pour l'instant, pas question de changer la loi actuelle. Je considère que la médecine n'est pas là pour administrer des substances létales. Chantal Sébir sera lundi si le tribunal de grande instance de Dijon accède à sa requête. L'actualité économique et sociale avec une manifestation des auto-écoles dans plusieurs grandes villes. Des milliers de moniteurs, artisans ou salariés ont défilé et organisé des mouvements escargots. Ils réclament notamment une réduction des délais pour passer le permis de conduire. Diego Garcia, Emmanuel Beck. Avec les mains et même avec les pieds, tout était bon pour se faire entendre ce matin. Voitures, motos et autres poids lourds, un cortège de 2 km dans les rues de la capitale. En colère, patrons et moniteurs d'auto-école à cause du manque d'inspecteurs. En France, il faut compter 6 à 8 mois pour repasser le permis de conduire après un premier échec, quand ce n'est pas plus. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue parce qu'il y a un manque flagrant de places d'examen qui ne permet pas aux candidats au permis de conduire de passer dans de bonnes conditions. Pour réduire ces délais, ils demandent donc une augmentation du nombre des inspecteurs de conduite. Ils sont actuellement 1400, il en manquerait environ 300 d'après les auto-écoles. Plus les délais sont longs, plus le permis est cher. 1200 € en moyenne en France contre 800 en Espagne, alors qu'il atteint les 2000 € en Allemagne. Si on est dans la rue aujourd'hui, c'est pour montrer du doigt qui est le véritable responsable. Le véritable responsable, c'est l'État. Si on réduit les délais, le permis de conduire en coûtera moins cher. La balle est dans le camp des pouvoirs publics. Une mission mise en place par le gouvernement planche actuellement sur une réforme du permis de conduire. Elle devrait rendre ses conclusions à la fin du mois. Économie encore, les bénéfices ne connaissent pas la crise. C'est le chiffre du jour et il est impressionnant. Les profits des 40 plus grands groupes français ont atteint 101 milliards d'euros l'an dernier. C'est un record, mais il divise les économistes au moment où les salariés réclament de plus en plus des augmentations. Profit, le débat avec Romain Messi et Jacques Gérard. Les entreprises du CAC 40 ont battu un record en 2007, celui des profits. 101 milliards d'euros, du jamais vu. Sur le podium, on retrouve Total, 12,2 milliards d'euros de bénéfices. BNP Paribas, 7,8 milliards. ArcelorMittal, 7,5 milliards d'euros. Les profits du CAC 40 ont augmenté de 200% en 4 ans. Dans le même temps, la croissance économique est en berne et le pouvoir d'achat des Français stagne.
Alors, 101 milliards d'euros de profit, est-ce excessif? Il est tout à fait logique que ces entreprises qui ne sont pas en un sens purement françaises, mais qui sont des entreprises mondiales, c'est logique qu'elles participent à cette croissance mondiale et qu'elles aient pu faire des profits. Les profits que réalisent nos entreprises ne sont pas réinvestis. Et du coup, l'économie perd en compétitivité, le commerce extérieur est chroniquement déficitaire, 40 milliards cette année, et nos petites et moyennes entreprises, qui sont avant tout des sous-traitantes, n'ont pas de commandes. Leur carnet de commandes est désespérément vide. En 2006, près de la moitié des profits du CAC 40 ont été versés aux actionnaires. Une part qui ne fait qu'augmenter depuis 30 ans, au détriment des salaires qui, eux, augmentent peu. Alors les entreprises donnent-elles trop d'argent à leurs actionnaires? Il faut fidéliser les actionnaires, ça c'est certain. D'autant plus qu'une fois de plus, qu'on est dans une économie qui est mondialisée, et les entreprises du CAC 40, elles sont en concurrence avec les entreprises du monde entier. Et si elles donnaient des dividendes beaucoup plus faibles, eh bien elles auraient du mal après à se financer, à trouver de nouveaux actionnaires, etc. Les profits des uns sont la baisse du pouvoir d'achat des autres. La part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de 10 points depuis 25 ans et elle est restée à ce niveau-là. Or, aujourd'hui, une augmentation des salaires aurait des répercussions immédiates sur la croissance. Cette année encore, les actionnaires devraient profiter de la bonne santé des entreprises du CAC 40 et se partager un gâteau de plus de 40 milliards d'euros. Autre record, mais celui-là est en train de devenir une habitude. Le prix du baril de pétrole poursuit sa course à la hausse. Il a touché les 111 $ à New York. Une envolée qui alimente toujours un peu plus les craintes pour le pouvoir d'achat. Les enquêtes se multiplient sur la hausse des prix. L'une d'entre elles montre que la France serait plus chère que ses voisins, et notamment que l'Allemagne. Nous avons voulu vérifier. Reportage des deux côtés de la frontière, Stéphanie Lafuente, Jean-Pierre Pasteur. La ménagère française qui fait ses courses dans un hypermarché de la banlieue strasbourgeoise paye-t-elle plus ou moins que sa voisine allemande qui remplit son caddie dans un supermarché de la petite ville frontalière de Kehl? C'est ce que nous avons voulu savoir. Dans notre panier, des pâtes, des céréales, mais aussi du shampoing ou encore des couches. Au total 15 articles, verdict à la caisse, 51 € en France contre 43 en Allemagne. Et pour quelques euros en moins, de plus en plus d'Alsaciens sont prêts à faire quelques kilomètres de plus. On fait les courses ici parce que c'est sensiblement moins cher. On fait des économies sur produits ménagers par exemple. Pour la différence de prix, c'est énorme. Surtout au point de vue produits beauté. En effet, ce sont les cosmétiques et les produits d'entretien qui font la différence. En Allemagne, laver son linge coûte nettement moins cher, 10,99 € contre 15,58 € pour un paquet de lessive. Les couches sont ici 35% moins chères. En revanche, au rayon alimentation, les prix s'équilibrent. Si la pâte à tartiner est moins chère en Allemagne, fromage, céréales et spaghettis y sont plus coûteux. Mais globalement, un caddie allemand revient 15 à 30% moins cher selon les magasins. Vous n'avez pas de 4 ou 5 enseignes hypermarchés en Allemagne. Vous avez beaucoup plus de supermarchés, donc qui entraînent une concurrence commerciale beaucoup plus accrue. Autre explication, ici les marges arrières n'ont jamais existé et les hard discounts sont implantés depuis longtemps, incitant l'ensemble des magasins à revoir leurs prix à la baisse. Parmi les éléments qui pèsent sur le pouvoir d'achat, il y a la crise de l'immobilier. On en a souvent parlé ici même. Ce que vous allez voir n'est ni une fiction, ni un reportage à scandale. Certains propriétaires profitent de la pénurie dans les grandes villes pour demander en échange d'un toit des faveurs en nature. Des annonces sur Internet proposent même presque explicitement ce marchandage. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Sylvain Lepetit, Catherine Juste. Rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le quartier le plus chic de la capitale. Cet homme propose une colocation. Sans le savoir, il va faire visiter son appartement à une journaliste équipée d'une caméra cachée. Dès l'entrée de l'immeuble, la conversation s'éloigne de l'immobilier. En fait, ils expliquent que, regarde, en Occident, l'amour-passion, c'est ce qui fonctionne chez nous. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de... Ici, pas question d'argent. Notre fausse candidate se voit proposer, gratuitement, de vivre dans ce 50 mètres carrés. En échange, il faudra partager avec le propriétaire, tout partager.
écoute, le canapé est disponible. Maintenant, si on peut dormir ensemble dans le même lit, ça ne me dérangera pas. Les gens sont... Voilà ce qu'on appelle un logement contre services sexuels. Bon, j'ai aussi des besoins personnels, quoi, tu vois. Ouais. Bon, la promiscuité aidant, j'imagine pas être complètement dans une attitude de moine, quoi, tu vois, ça c'est sûr. Je suis pas un eunuque, ça c'est certain. T'es tenu à, je sais pas, un rapprochement corporel par jour. Difficile d'évaluer l'ampleur du phénomène. Mais il suffit d'aller sur des sites web de petites annonces pour rencontrer des dizaines de locations contre faveur, plus ou moins explicites. Derrière la toile se cachent des personnages sans scrupules qui profitent du boom immobilier pour assouvir leurs fantasmes. Rendez-vous dans un quartier populaire de Paris, toujours la même journaliste postule pour un studio. Ça veut dire que... Il y a des trucs bizarres qui peuvent être rigolos. Par exemple, si c'est toi qui domines le mec, si tu le fouettes, qu'il est à quatre pattes le mec, et qu'il dit oh, oui maîtresse, toi, tu sais, les fantasmes de domination, et que c'est toi qui dirige, ça va, c'est pas toi qui te prends des coups de fouet. À la rue, Des hommes pervers, certes, mais aussi des malhonnêtes. Cette mère célibataire vit avec ses 2 enfants à l'hôtel car malgré son salaire de vendeuse, elle ne trouve pas de logement. Un jour, elle a répondu à ces annonces. À l'époque, j'étais intérimaire. Donc, en étant intérimaire, pas de garantie. Donc, je répondais à ces annonces en espérant trouver un logement rapidement. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure de discussion, il me demandait ce que j'étais prête à faire pour avoir cet appartement. Je lui disais. Et on passait à l'acte. Et voilà. Et après, on me faisait miroiter d'attendre 2 jours ou 3 jours. Et vous avez eu des réponses ensuite? Aucune. Combien de fois ça s'est produit? Au moins une dizaine de fois. Vos enfants sont au courant de ces démarches? Oui, tout à fait. Même à chaque fois que j'avais un rendez-vous pour un appartement, quand je revenais, il me disait encore une arnaque. J'ai dit oui. Par mail, d'autres femmes témoignent des mêmes abus de faiblesse. À 23 ans, alors que j'étais au chômage et que je cherchais un studio, ne pouvant même pas avancer la caution, le propriétaire m'a fait comprendre que je pouvais avoir ce studio contre arrangement. Il avait 20 ans de plus que moi et vers le 1er, le 15 du mois, il passait en soirée pour sa petite affaire. Cela a duré 6 mois. Ayant eu un travail, j'ai ensuite trouvé un appartement bien mieux. En France, aucune victime n'a encore osé porter plainte. Pourtant, soumettre une personne à des conditions de logement indignes est puni de 5 ans de prison et 150 000 € d'amende. Les municipales à moins de 3 jours du second tour, la majorité se concentre sur les villes les plus indécises et les personnalités en danger. On a évoqué Marseille, Toulouse, Strasbourg. Sous les projecteurs, il y a aussi Périgueux, car le sort du ministre Xavier Darcos est en jeu. Résultat, un défilé de personnalités. François Fillon, Alain Juppé à droite. Et ce soir, François Hollande pour la gauche. Sur place, David Bazier, Bernard Bonnarme. Allez, on avance si on peut. Un Premier ministre, un maire de Bordeaux élu au premier tour, les soutiens de poids de Xavier Darcos sont entrés en action à Périgueux. Bonjour. Quand vous avez des difficultés, lorsque vous avez des épreuves à passer, lorsqu'il y a des moments difficiles, vous faites venir vos amis. Et je veux m'adresser ce soir de Périgueux aux abstentionnistes, aux Français qui, en ne votant pas dimanche dernier, ont peut-être exprimé une impatience, une déception ou un doute. Je veux leur dire qu'avec le président de la République, nous tiendrons tous les engagements que nous avons pris devant les Français en 2007. Ville de droite dans un département à gauche, Périgueux a changé. Davantage de logements sociaux qui voteraient pour le candidat socialiste, convaincu qu'enjeux national et local s'entremêlent. Les Périgourdins, comme tous les Français, sont victimes de la politique conduite par Nicolas Sarkozy. C'est une politique quand même de régression sociale. Nous sommes dans une petite ville où les salaires sont quand même très bas, la précarité est grande, il y a des problèmes de logement. Seulement 56 voix d'écart. Tous les jours, Xavier Darcos tente de convaincre qu'on peut être maire et ministre, conseillé par le champion national du serrage de main. Je dois beaucoup à Jacques Chirac. Il m'a dit, je te donne un conseil, continue à aller dans les boutiques. Je souhaite de réussir. Même tactique pour Michel Moirand. Périgueux est une petite ville qui compte seulement 6000 abstentionnistes. Nous savons là où les gens n'ont pas voté. Nous savons qui n'a pas voté. Pourquoi n'ont-elles pas voté? On va leur passer un petit coup de fil, on va aller les voir. Les listes indépendantes n'ont donné aucune consigne de vote. Prochain épisode de la chasse aux voix, le meeting de François Hollande.
François Fillon qui avait par ailleurs reconnu ce matin que le premier tour avait fait sentir, je le cite, une forme de déception et de démobilisation. Autre symbole pour la majorité, Serge Dassault. À 82 ans, l'avionneur et patron de presse pourrait perdre la ville qu'il dirige depuis 13 ans, Corbeil-Essonnes. Sur place, Julien Beaumont, Marie Cazot. À Corbeil-Essonnes, Serge Dassault, 4e fortune française, se promène ici aussi avec ses gardes du corps. Le maire sortant est en campagne. Ses opposants lui reprochent d'avoir aggravé la dette, 110 millions d'euros de pertes au dernier exercice. La dette qui a été multipliée par 2,5 en 13 ans. Eh oui, il faut bien faire quelque chose. Hein. Si on veut rénover la ville, si on veut rénover les quartiers, si on veut reconstruire des écoles, reconstruire des espaces vides, il faut de l'argent, il faut emprunter. Après cette question, nous voulions le suivre dans cet immeuble. Pourquoi, monsieur? C'est public ça, on a le droit d'être là sinon. Nous arrivons quand même à entrer, Serge Dassault nous laisse filmer. Un porte-à-porte où lui et son équipe vont à l'essentiel. J'ai pas voté. Désolé. Allez, au revoir. Il brigue son 3e mandat à 82 ans. J'ai 3 amours, hein. Ma femme, mon travail et Corbeil. Voilà. Bon, c'est peut-être une danseuse, mais c'est Corbeil. Voilà. Stop à Dassault et sa danseuse. C'est le mot d'ordre du PC, PS et des Verts. D'ailleurs, ils se sont alliés au second tour. Aujourd'hui, ils ont choisi de faire la sortie des écoles, pas par hasard. Une des premières décisions qu'on prendra si on gagne dimanche, c'est de supprimer ces préfabriqués indignes. Dans cette ville de 40 000 habitants qui mêle Cité des Tarterets et Saule-Pleureur, la gauche occupe le terrain. Serge Dassault a ramené, pendant 13 ans dans cette commune, nous a ramené à l'époque des seigneurs, hein, qui se comportent comme ceux qui décident de tout, d'une main, et puis qui de l'autre distribuent quelques aumônes. Socialistes et communistes désunis au premier tour avaient obtenu 52% des voix. Unis, ils espèrent reprendre cette ville à la droite. Nicolas Sarkozy, lui, est à Bruxelles pour un sommet européen consacré au changement climatique, mais surtout au projet d'union méditerranéenne, une idée dont il est à l'origine et qu'il souhaite faire accepter à tous ses partenaires. Au terme d'un bras de fer diplomatique avec l'Allemagne, Nicolas Sarkozy a déjà revu ses ambitions à la baisse pour ce partenariat avec les pays du Maghreb et du Proche-Orient notamment. L'hommage à Lazare Ponticelli, le dernier poilu français, aura lieu à 11h lundi en l'église Saint-Louis des Invalides, en présence du président de la République. On l'évoquait hier, il reste dans le monde 8 combattants de la Grande Guerre. Le doyen est un Britannique, Henry Allingham. Il a 111 ans. Reportage près de Brighton. Maryse Burgot, Laurent Desbois. Lorsqu'on lui montre une photo de lui quand il était plus jeune, Henry Allingham nous offre une petite plaisanterie. « J'ai été beau à faire s'évanouir les femmes ». 111 ans et un humour intact. Cet homme, né au 19e siècle, est le doyen des vétérans de la Première Guerre mondiale. Il est britannique. Engagé volontaire en 1916 sur le sol français, il fut entre autres mécanicien sur les avions de combat. La France lui a décerné la Légion d'honneur. Et si souvent sa mémoire le trahit, beaucoup de souvenirs sont restés. Ce jour, par exemple, où il était tombé dans une crevasse. Ça puait là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait là? Je n'en sais rien. La chair humaine, des souris mortes, des jambes, des bras. Qui peut savoir? 400 000 soldats de Sa Majesté ont été tués sur les champs de bataille de la Somme en France. Mais Henry Allingham fut surtout actif pendant les batailles aéronavales, notamment celle de Jutland au large de l'Allemagne. Embarqué sur l'un de ces bateaux, il inaugure la guerre totale sur la mer. 6 000 soldats de la Royal Navy y laisseront leur vie. Franchement, il y avait tant de morts qu'on ne les remarquait même plus. Une fois qu'ils étaient partis, il fallait bien les oublier. Malgré ses 111 ans, Henry Allingham va chaque année en France à Saint-Omer. Un monument y rappelle le sacrifice de 760 000 Britanniques morts au combat.
Henry Allingham, qui est né donc en 1896. Et la cérémonie d'hommage national aux Invalides sera à suivre en direct sur France 2 à partir de 10h45. Lundi, donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver aux côtés de nombreux invités. À l'étranger, le défi des moines tibétains à la Chine. À l'approche des Jeux Olympiques, les manifestations s'étendent de jour en jour pour dénoncer la répression au Tibet. Manifestations sur place, malgré les arrestations, mais aussi en Inde et au Népal. Philippe Rochaud. Ils portent en étendard le drapeau du pays des neiges. Une centaine d'exilés tibétains ont tenté d'occuper l'ambassade de Chine à New Delhi au moment où des centaines de moines manifestaient au Tibet même. La police indienne est intervenue. L'Inde, qui accueille 100 000 réfugiés tibétains, ne veut pas se fâcher avec son puissant voisin, la Chine. Mais les manifestants étaient déterminés. Nous voulons l'indépendance totale du Tibet. Pas de Jeux Olympiques en Chine tant que les droits de l'homme ne seront pas respectés. Le Tibet sera bien le point sensible de cette année olympique. L'armée chinoise est intervenue en 1950 dans ce pays fermé de 6 millions d'habitants pour imposer sa loi, mais au prix de centaines de milliers de morts. Les Nations Unies, occupées par la guerre de Corée, n'ont pas réagi. 9 ans plus tard, le Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains, prenait le chemin de l'exil pour fuir la répression. Aujourd'hui, Lhasa, la capitale du Tibet, est devenue ville chinoise. La moitié des 500 000 habitants sont chinois et les moines placés sous haute surveillance. Interdit même de posséder une photo du Dalai Lama. Le pouvoir chinois n'a jamais accepté son retour au Tibet et le Dalai Lama dénonce régulièrement les atteintes aux droits de l'homme. Depuis le début, j'ai approuvé le fait que la Chine accueille les Jeux Olympiques, car de telles manifestations sont porteuses de liberté. Mais le monde devra le rappeler aux Chinois. C'est pour symboliquement retourner au pays que ces centaines d'exilés tibétains ont pris le chemin de la frontière. Mais ni l'armée chinoise, ni l'armée indienne ne les laisseront passer. En Irak, une série d'attentats met fin à l'accalmie observée depuis plusieurs mois. 18 personnes ont été tuées aujourd'hui encore dans un attentat suicide à la voiture piégée en plein centre de Bagdad. Et par ailleurs, l'archevêque chaldéen de Mossoul, enlevé il y a 2 semaines, a été retrouvé mort. L'émotion est très vive dans la petite communauté chrétienne, à peine 3% de la population. Les Chaldéens, rappelons-le, sont des catholiques de rite oriental et l'une des plus anciennes églises chrétiennes au monde. Direction la Russie maintenant, où le marché de l'immobilier vient de dépasser celui de Paris et même de Londres. La folie spéculative bat son plein. Explication entre autres, la flambée des cours du pétrole et du gaz, on l'évoquait tout à l'heure. La Russie est un des grands pays producteurs et la croissance dépasse les 5% depuis plusieurs années. Sur place à Moscou, Laurent Boussier, Xavier Luizet. Cet appartement se trouve dans le centre historique de Moscou, près d'un square calme et agréable. Il coûte 4 millions d'euros et fait 260 mètres carrés. 3 millions d'euros, 12 000 euros le mètre carré pour un appartement certes spacieux mais un peu vieillot. C'est un prix tout à fait moyen aujourd'hui dans les quartiers du centre de Moscou. Évidemment, pour ce prix-là, on a droit, si on aime, aux bars et aux colonnades. Mais à part ça, rien d'extraordinaire. Et pourtant, Elena sait qu'elle n'aura aucun mal à trouver un acquéreur. Les prix ont augmenté de 20% ces 2 derniers mois. Et ça ne s'arrêtera pas. À Moscou, l'immobilier, c'est l'investissement le plus rentable. Les Russes et les étrangers y mettent leur argent. 20% d'augmentation en 2 mois, 300% au cours des 2 dernières années. À Moscou, les prix flambent. Chaque mètre carré s'arrache à prix d'or. Le manque de logements et de bureaux est tel que la ville est devenue un immense chantier. Des quartiers entiers sont rénovés. Non sans humour, les moscovites appellent celui-ci la City. Il ne faut pas oublier qu'on partait de rien. Du temps de la grande URSS, il n'y avait rien. Pas de bureau, rien. Consultant installé à Moscou depuis 15 ans, Arnaud Benoît n'est pas étonné que Moscou soit devenu le premier marché européen de l'immobilier. Il y a le bureau du patron à faire ici dans l'angle. Son explication, les prix élevés du pétrole et la stabilité politique. L'offre est 10 fois moins importante que celle de Paris. Donc, je vous laisse imaginer pour les 5, 7, 10 prochaines années ce que ça va donner. Aujourd'hui, il manque 30 à 40 millions de mètres carrés de logements et de bureaux à Moscou. La capitale russe était déjà la ville la plus chère du monde. C'est pas près de changer.
Et à propos d'investissement et de spéculation, sachez que le grand fonds d'investissement américain Carlyle est virtuellement en faillite, 17 milliards de dollars de dettes. Encore une image à l'étranger, elle nous vient de Grèce, où les autorités ont évacué 316 passagers de ce bateau de croisière échoué près de l'île de Poros, au large d'Athènes. Opération de sauvetage réussie. Le navire effectuait une croisière d'une journée dans les îles. Il avait heurté un récif. Retour en France avec une disparition qui inquiète en Corrèze. 2 adolescents de 14 et 16 ans partis à la pêche hier n'ont donné aucun signe de vie. Les recherches ont été engagées dès hier soir. Elles ont repris tôt ce matin autour et dans les eaux d'un bassin de retenue près de Trégnac, sans résultat pour l'instant. Aurélia Guillemin. Vincent, 15 ans, et Kevin, 12 ans. Comme souvent les mercredis, ces 2 collégiens sont partis en balade hier en fin d'après-midi. Plus de 24 heures qu'ils ont disparu. Le plus grand était un adepte féru de la pêche et le plus petit, un bon camarade à lui, le suivait régulièrement, 2 bons copains. Lorsqu'ils ont été vus à 17h, ils étaient chacun porteurs d'une pagaie et ils fréquentaient la zone du lac des Barious qui est juste à côté d'ici. Depuis hier soir, le lac et ses abords sont donc passés au peigne fin. 70 gendarmes, 25 pompiers et des plongeurs sont mobilisés. Toute la journée, des habitants des environs sont aussi venus prêter main forte. Eux qui connaissent bien les 2 adolescents sont de plus en plus inquiets. Surtout pas de fugue. Ils ne se faisaient pas parler d'eux, ils avaient du mal avec personne. À l'école, ils étaient aimés par tout le monde. Ces 2 enfants qui connaissent leur coin mieux que nous, là. Donc est-ce qu'ils ont été pris dans un guet-apens et quelqu'un les a ramassés et puis... Sur place, un PC de crise a été mis en place. Les recherches interrompues avec la nuit reprendront demain matin. Et ce soir, la gendarmerie lance un appel à témoins. Les suites de la tempête, c'est l'heure des premiers bilans chez les particuliers et chez les professionnels. Dans les parcs à huîtres de la Manche, les poches sont sans dessus-dessous. Il y aura de grosses pertes. Une vingtaine de producteurs seraient touchés. Image aussi des Sables d'Olonne où les remorqueurs ont renoncé à toute opération, vous le savez, avant les grandes marées du mois d'avril. Mais c'est une bonne affaire pour les commerçants. Le cargo échoué attire du monde, beaucoup de monde. L'affluence est même comparable à celle des mois d'été. On en vient maintenant à un grand succès français. Il y a la mode, il y a le TGV, il y a aussi le champagne. Le champagne qui élargit sa zone de production à 40 nouvelles communes. Objectif tout simplement, plus de terrain pour répondre à la demande. On n'a jamais consommé autant de bulles dans le monde. Caroline Thébault, Nadia Djbouziane, Alexis Oran. Sur cette terre, le raisin devrait dans quelques années remplacer la betterave. Bonne nouvelle pour ces agriculteurs. Leur commune devrait intégrer la prestigieuse zone d'appellation Champagne. Depuis tant d'années que l'on rêve presque, ça devient réalité, ça sera bien, quoi. Effectivement, le revenu augmentera, c'est sûr et certain. Le prix de la terre va augmenter, c'est sûr, tout ça c'est un ensemble. Avec l'appellation d'origine contrôlée, le prix d'un hectare de terre pourrait être multiplié par près de 200, flirtant avec le million d'euros. 40 communes vont ainsi intégrer l'Eldorado, mais 2 devraient aussi en sortir. C'est le cas de ce petit village de la Marne. Et même si ce viticulteur n'a ici que 5% de son exploitation, c'est la déception. On est un peu désolé quand même, parce que on a investi dans cette parcelle il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Et bon, on pense que ça sera fait dans les meilleures conditions possibles. On aura des aides qu'on nous rendra de la terre ailleurs. Cette révision devrait permettre de produire plus en contrôlant la qualité. Car le marché du champagne bat des records. 338 millions de bouteilles vendues l'année dernière, soit 5,3% de plus qu'en 2006. Même si le monde a toujours plus soif de bulles, le nouveau champagne ne pourra se déguster que dans une dizaine d'années. Voilà, il faudra attendre. La santé, on évoquait récemment le plan du gouvernement contre la consommation excessive de sucre. Eh bien, certains groupes d'hypermarchés ont déjà accepté de retirer les confiseries des caisses. Mais la mesure est controversée. Par ailleurs, les industriels du secteur lancent une contre-attaque. Ils estiment que le sucre est en train d'être diabolisé. François-Julien Piednoir, Mathias Barrois. Ah, la tentation est grande, une fois les courses terminées, de craquer pour une friandise en tête de caisse, toujours très bien placée. Pourquoi en tête de caisse on n'a pas des haricots verts par exemple? Parce que l'haricot vert par exemple c'est le produit que vous mettez sur votre liste de courses.
Les produits qui sont situés sur ces meubles caisses sont des produits d'impulsion, d'un achat impulsif. Je préfère ceux-là. Première cible, les enfants. Quand vous faites la queue aux caisses, quand vous avez des enfants, le temps d'attendre, et ben qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent devant les caisses. Et là, il a choisi un truc là? Ah bah oui, la preuve, il a des chewing-gums dans la main. Ah non, moi, ils savent que c'est moi qui décide, donc ils choisissent pas. Je préfère les melons là. Pour lutter contre l'obésité infantile, le ministère de la Santé souhaite retirer les produits sucrés des caisses, ce qui représente 20% des confiseries de ce magasin. Dès le mois de juin, cette enseigne va déplacer 13 références. Mon idée, c'est de les remplacer, peut-être par des gammes de produits plus diététiques sur lesquels nos équipes sont en train de travailler, mais aussi des barres par exemple des barres céréalières qu'utilisent les sportifs. Mais les autres distributeurs ne sont pas de cet avis. Ils savent bien que 20 millions de Français sont en surpoids, 40% de la population, mais ils doutent de l'impact du retrait des bonbons sur la santé. 80% des confiseries qui sont dans les caisses sont sans sucre. Bon, le reste représente un pourcentage très faible de ce qui se vend dans les magasins. De toute façon, ça serait vendu à un autre endroit du magasin. Des chewing-gums sans sucre? Pas vraiment. Moins caloriques, c'est vrai, mais ils contiennent des substituts au même pouvoir sucrant que le sucre. De son côté, le lobby sucrier a lancé une campagne de pub avec une question comme slogan « Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur le sucre ?» Le sucre seul responsable de l'obésité, réponse d'un nutritionniste. Il y a des études qui montrent que chez les obèses, la consommation de sucre est moindre que chez les non-obèses. Vous voyez, donc c'est pas forcément ça qui est responsable. C'est l'équilibre global. Vous voyez, donc c'est comment on fait une répartition sur la journée, comment on équilibre son repas. Un repas entièrement de bonbons, bon, ça va une fois pour un anniversaire, mais au quotidien, c'est peut-être aux parents plus qu'aux caisses des supermarchés de dire non aux bonbons. La santé encore avec la 11e journée nationale de l'audition. Il faut savoir qu'en France, 2 enfants sur 1000 naissent totalement ou partiellement sourds. Et les médecins insistent sur l'importance d'un diagnostic précoce car la mauvaise audition entraîne presque à coup sûr des retards de développement. Or, la technologie a fait de grands progrès pour les tout-petits. Gilles Marinet, Jean-Yves Blanc. Prononcer des mots simples, des noms d'animaux. Tous les soirs, à la maison, la famille entraîne Flore, 3 ans, à parler. On a pris un peu de retard sur la parole, dû à son problème. Et on essaye de rattraper. La petite a vécu 2 ans sans entendre les conversations autour d'elle. Finalement, son comportement a donné l'alerte. Cochon. On lui demandait des choses qu'elle n'entendait pas nécessairement. Donc nous, on insistait. Et elle, sa réaction, c'est une réaction un petit peu, pas agressive, mais un petit peu embêtée parce qu'elle ne comprenait pas toujours tout. Atteinte de surdité moyenne, elle peut désormais entendre grâce à ces appareils. Tu écoutes ? Ce handicap n'est pas guérissable, mais il sera compensé. Oui, bravo. C'est une petite jeune fille qui vraisemblablement portera des appareils qui seront plus petits que ceux qu'elle porte actuellement et auxquels elle pourra associer aussi, pourquoi pas, l'écoute du MP3, répondre au téléphone. Alors, commencer dans l'oreille, mon ami dit, c'est super. Maintenant, il faut rattraper les autres enfants. La surdité de Flore a été détectée à temps pour qu'elle ne compromette pas son apprentissage. Il n'aurait pas fallu attendre plus. Il a été prouvé par des études américaines notamment qu'effectivement il y avait une grande différence entre les enfants détectés tôt et appareillés tôt et les enfants qui étaient détectés plus tard, vers l'âge de 4-5 ans, qui malgré un appareillage avaient toujours des retards d'apprentissage alors qu'ils ont une intelligence parfaitement normale. L'idéal est de traiter la surdité avant l'âge d'1 an. De plus en plus de maternités pratiquent un test à la naissance. Purement indicatif, il doit être au plus vite complété par un examen approfondi. L'inauguration tout à l'heure du Salon du Livre à Paris, 3000 écrivains attendus, c'est toujours un grand rendez-vous, mais cette année, la politique rejoint la littérature. Israël est l'invité d'honneur de la manifestation et ce choix provoque une vive polémique. Bruno Ledreff, Guillaume Michel. La visite du président israélien au Salon du Livre aura fait quelques victimes. Un panneau de bois tombé sous la pression de la foule et 2 policiers qui l'ont pris sur la tête et en garderont de belles bosses. Il faut dire qu'il y avait la foule des grands jours pour une inauguration sous pression et haute sécurité. Cette année, la venue des écrivains israéliens, invités d'honneur, a provoqué le boycott de 6 nations, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Iran et le Liban. Ce soir, devant le salon, une trentaine de personnes manifestaient, elles aussi, en solidarité, disait-elle, avec les Palestiniens, victimes de l'agression d'Israël.
En tant que romancier, je trouve que c'est une guerre qui nous gâche l'existence quelque part et qui a tendance à ne pas s'assagir. Et ça me désole beaucoup. Paradoxe de ce boycott, la plupart des écrivains israéliens défendent l'existence d'un État palestinien et sont, dans ce domaine, très critiques à l'égard de la politique de l'État hébreu. Boycotter les livres, boycotter la culture, boycotter la littérature est une attitude lamentable. Je crois que c'est une très grave erreur de la part des boycotteurs d'agir ainsi. En fait, ils se boycottent eux-mêmes. Ils ne font que s'exclure eux-mêmes. Le président israélien s'en va, le salon du livre va pouvoir ouvrir. Et ici, il se murmure déjà que dans les années à venir, l'Égypte, pays arabe et musulman, pourrait bien être à son tour l'invité d'honneur du salon du livre. Une image de sport avec le majestueux Mont Ventoux au programme de la 4e étape de Paris-Nice. Victoire de l'Australien Cadel Evans devant le Néerlandais Gesink qui endosse le maillot jaune porté jusque-là par Sylvain Chavanel, le Français qui termine à plus de 3 minutes. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le sprint final des municipales se concentre sur les points chauds. À Périgueux, François Fillon et Alain Juppé d'un côté, François Hollande de l'autre, en appellent aux abstentionnistes dans cette ville, symbole pour le gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche pour la grande soirée électorale aux côtés d'Élise Lucet. Tout de suite, la météo, Valérie Alexandre. Point route, Valérie Maurice. 20h50, envoyé spécial, Guylaine Chenu, Françoise Joly, avec au sommaire notamment un document sur les aborigènes. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.